Bonjour, je vais faire une courte vidéo aujourd'hui sur un peu de culture générale sur l'investissement. Donc, quand j'ai démarré ma carrière il y a 30 ans, il y avait des mecs qui faisaient pas mal de recherches semi-quantitatives avec des critères d'analyse fondamentale, d'analyse financière sur les sociétés, et puis un peu d'analyse technique, et puis un peu de money management. Une méthode qui était assez célèbre qui s'appelle CAN Slim, C-A-N Slim, et donc le mec avait écrit un livre vendu à 2 millions d'exemplaires pour un livre de bourse. C'était quand même assez balèze à l'époque. Il s'appelait William O'Neill. Certains d'entre vous doivent le connaître. Et donc aujourd'hui, les règles de cette stratégie d'investissement pour les actions américaines sont connues. Il suffit de taper dans Google, faire un CAN Slim comme ça, et vous allez trouver différents sites qui vous donnent le détail. C'est pas très compliqué à la base. Si vous ne parlez pas anglais, vous utilisez Google Translate, ça va vous faire une belle petite page en français. Voilà. Et donc pourquoi c'est intéressant? Donc là, il y a toute la liste des critères. Donc pendant 50 à je sais plus 60 ans, cette approche a plutôt bien fonctionné, dégageant a priori de l'alpha, c'est-à-dire des gains supérieurs aux performances des indices boursiers. Et puis, ben, en fait, ils ont lancé un ETF basé là-dessus qui s'appelle le CANGX, le Can Slim Select Growth Fund, que tout le monde peut acheter, hein, c'est accessible, quoique pour le public français, ça ne doit pas être, non, ça doit pas être accessible au public français. Mais pour ceux qui ne vivent pas en Europe, il est sous format ETF. Et donc je viens de regarder les performances. Donc c'est la courbe noire. Et les performances sont littéralement dégueulasses, puisque depuis le début en 2008, le SP500 a fait 220% contre 36% pour le Can Slim ETF. Et ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'on voit bien que sur la première période, entre 2008 et 2012-2013, on voit bien qu'on est dans une forme de finance qui correspond au passé, en cohérente par rapport aux 50 dernières années. Donc le CAM Slim fait jeu égal avec le SP500. Et puis à partir de 2014, et ben patatras, ça déconnecte complet. Et le SP500 s'envole et le CAN Slim se fait complètement larguer. Alors c'est ça qui m'intéresse, pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me suis posé la question comment on peut interpréter ça. Alors l'explication pour moi la plus rationnelle, j'en ai deux. La première, c'est que les banques centrales ont complètement déglingué la finance et qu'on est passé d'un univers normal de valorisation à un univers complètement taré. Et donc, pourquoi, comment? Il suffit d'afficher la Fed, le bilan, la balance sheet de la Fed, le total asset là. On voit bien qu'entre 2003 par exemple et puis 2008, on est complètement stable en termes de gestion des assets. On a la crise de 2008, puis après on reste stable à nouveau. Alors là, 2012, on va dire que jusqu'à 2012, fin 2012, voilà, c'est 2013, c'est à peu près géré. Il y a une crise, puis après ça s'est calmé, quoi, grosso modo, c'est à peu près normal. Et après ça pète une durite, quoi. On s'envole, on commence le quantitative easing et on déglingue tous les ratios, toute la finance, on injecte des montagnes de liquidités et ça ressemble plus à rien. Alors il y a un autre critère qui confirme ça. Je me suis demandé récemment sur Apple si on pouvait l'acheter en fait. Avec la baisse là qui a eu lieu, puisque Apple c'est quand même une entreprise fantastique. Et donc j'ai fait une recherche sur le price to sell ratio, donc le rapport entre le chiffre d'affaires et puis le cours de bourse. Voilà, on l'affiche sur 12 ans. En fait, pendant assez longtemps, jusqu'à 2018, on avait un price to sell entre 2 et 4, quoi, c'était à peu près normal. Et puis, rebelote, on a complètement défoncé le plafond, on est monté à 8 de rapport en fait entre les ventes et puis le cours de bourse d'Apple. Et puis là on voit que malgré la baisse, on n'est toujours pas revenu à des niveaux de valorisation normaux. Donc on voit bien que, alors là c'est Apple mais on peut prendre d'autres sociétés, on voit bien que les marchés sont complètement déformés. Ils ne veulent plus rien dire par rapport aux critères statistiques standards sur un siècle d'économie. Donc je ne suis pas trop surpris que CAN Slim ait échoué. Et en fait, puisque avant, dans un univers financier à peu près normal, non déglingué par la banque centrale, on avait une équivalence, on peut peut-être même se demander si CAN Slim ne représente pas la réalité concrète de la bourse et le SP500 et les indices représentent une fiction. Alors comment ça se passe? Tout simplement parce que c'est les indices qui sont pondérés et que depuis 1965, on n'a jamais eu, si on prend les 10 premières grosses capis du SP500 du Nasdaq, on n'a jamais eu autant d'écart entre les grosses capis et puis le reste des actions.
La surperformance est venue de 10 entreprises pendant cette période où tout le monde a mis un maximum d'argent sur les mêmes grosses boîtes qui ont tiré à la hausse les indices. Et c'est devenu non représentatif de la situation des marchés d'actions en général. Et je me demande si cette performance de cet ETF, c'est juste pas en train de nous dire voilà à quoi ressemble la bourse réellement aux États-Unis, ce qui rappelle celle du CAC 40 et de l'Europe et de la Chine, c'est-à-dire un marché américain un peu flat, quoi, ou même de temps en temps en légère baisse. C'est ce qu'on voit partout dans le monde. Et puis il y a juste ces indices boursiers américains qui ont explosé à la hausse au milieu de nulle part. C'est probablement juste lié à un phénomène technique, à une mania sur des multinationales technologiques dont Apple fait partie en fait. Et voilà, donc comment ça va vieillir, je ne sais pas trop, puisque si on se base sur les travaux de Nicolas Taleb, d'abord il y a forcément toujours du hasard qui est imprévisible, et en plus on peut pas, comment dire, c'est aberrant en fait, les marchés sont aberrants, sont irrationnels, et donc on ne peut pas savoir si tout d'un coup on va se réintéresser à l'économie normale. Peut-être qu'on va se réintéresser, les marchés financiers vont se réintéresser aux matières premières durablement au cours des 10 prochaines années, qu'on va être en stagflation et puis tout le reste de l'économie va valser. Mais en théorie, ça serait quand même plutôt pas surprenant si les deux courbes se rejoignaient à un moment ou à l'autre dans les 10 ans à venir, la bleue revenant sur la noire d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est la bleue qui doit baisser, je ne sais pas si c'est la noire qui doit s'envoler. Mais ce truc-là, je vais le surveiller parce que dans les années à venir, parce que normalement, ça ne devrait pas, ou alors les banques centrales continuent le délire et voilà, il nous attend un phénomène monétaire. Ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, vu que les marchés obligataires ont commencé à être niqués en 2013, justement en 2014 avec les premiers QE, et puis des rendements négatifs en Europe, ce qui se passe, c'est que les grandes entreprises multinationales dont je vous parle, la dizaine de grosses boîtes là, elles ont commencé à servir un peu d'obligation, quoi. C'est-à-dire qu'elles versaient 1 ou 2% de dividendes, et puis les gens préféraient parquer leur argent dans ces entreprises-là plutôt qu'acheter les obligations d'État. Donc je pense que cette survalorisation, elle est également due à ça. Mais voilà, et que c'est la réponse en fait à l'action des banques centrales qui déglingue tout. Donc si les banques centrales redeviennent normales, j'imagine que là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être violent. Et si les banques centrales continuent à être folles, à faire des trucs fous, la déconnexion va probablement se poursuivre et les gens vont continuer à parquer leur argent sur du Apple comme moi j'ai regardé. Honnêtement, je préfère parquer mon argent sur Apple que sur la dette française ou la dette américaine, quoi. C'est beau. Même si Apple, pour le coup, est survalorisé. Voilà, du Amazon, du Apple, ça me paraît quand même être plus safe que les États européens et occidentaux, quoi. Donc c'est assez intéressant cette histoire, cette expérience d'ETF. Il n'y a quand même pas énormément de méthodes de stratégie d'investissement qui sont devenues assez célèbres, déjà pour être vendues à 2 millions d'exemplaires, et puis après d'avoir eu leur propre ETF. Et donc toute cette histoire m'a intéressé et je vais la mettre sous surveillance.